Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. Parole d'experts est votre rendez-vous où les professionnels de l'expansion partagent leur expertise en 360. Pour ce nouvel épisode de Parole d'experts, nous allons parler de start-up et de technologie et de comment construire des solutions africaines durables. Et pour en parler, nous sommes ravis et honorés d'avoir avec nous Madame Ninan Duval, directrice de Bandinov. Bonjour Ninan. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu déjà de Bandinov et de votre parcours. Merci, oui, très bien. Bandinov, c'est une structure qui accompagne les entreprises et ceux qui accompagnent les entreprises en Europe, en Afrique, entre les deux continents, incluant les diasporas africaines. Quand je dis ceux qui accompagnent les entreprises, je parle des structures d'incubation, je parle des financeurs, je parle des décideurs publics, et toute la chaîne de valeur qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. Et Bandinov, dans son objet, est là pour accompagner ces entrepreneurs dans leurs différents territoires et faire en sorte que on arrive à développer l'économie durable en Europe, en Afrique, avec des nouvelles solutions via les entrepreneurs et en essayant de sécuriser un maximum leur parcours et de leur donner toutes les possibilités d'avancement dans leur parcours et dans leur réussite. Sachant qu'à travers leur réussite, on espère créer des emplois, on espère créer de la dynamique économique, on espère créer aussi des solutions nouvelles dans cette économie qui aspire à être plus durable que celle du XXe siècle et qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en tenant compte de l'environnement et des questions sociales qui étaient jusqu'à maintenant très sous-estimées. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et donc, on va plonger directement dans le vif du sujet. Donc, comme vous avez présenté, Bandinov a un large réseau donc d'investisseurs, de partenaires en Afrique et au-delà. Si on regarde, par exemple, aujourd'hui les startups et les entreprises, qu'est-ce qui est réellement recherché chez une startup africaine aujourd'hui ? Chez une start-up en général, chez une PME en création aussi, ce qui est recherché, c'est sa capacité à pouvoir apporter des solutions économiques sur un territoire, c'est-à-dire sa capacité à proposer des services, des produits qui vont être utiles aux clients visés, personnes du territoire, qui vont pouvoir aussi, de façon indirecte, créer des nouveaux emplois, qui vont pouvoir aussi créer de manière indirecte des propositions de valeur territoriale, donc créer une dynamique sur le territoire, qui vont pouvoir proposer des solutions, encore une fois, innovantes pour les clients et pour la planète. Innovantes, c'est-à-dire on fait une proposition de service mieux que ce qu'on a jusqu'à maintenant, moins cher, plus qualitative, moins qui dégrade moins l'environnement, etc. Donc voilà ce qu'on attend des entreprises, des startups, c'est des solutions à la fois économiques, sociales, environnementales pour au profit des territoires et du développement de leur territoire. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, tout à fait. Donc là, vous avez aussi parlé d'innovation. Donc aujourd'hui, donc l'innovation, c'est en train de se développer, etc. Mais aussi, il y a des effets de mode technologique dans le monde entier, en Afrique. Quelle est la frontière entre les deux ? Comment on peut évaluer justement si une start-up présente une vraie innovation ou elle est juste donc portée par un effet de mode technologique ? Alors, c'est une excellente question parce qu'effectivement, je crois que la course à l'innovation est parfois un peu freinée ou disons, on parle beaucoup par exemple en ce moment de greenwashing, c'est-à-dire on utilise les leviers de tout ce qui est impact environnemental et qui permet d'avoir
des bons financements, l'écoute du public, etc., à des fins commerciales et en fait avec des résultats qui sont difficilement mesurables, etc. Donc, dans l'innovation, c'est vrai qu'il y a des effets de mode, vous avez tout à fait raison. Il suffit de regarder les mots qui sont utilisés. Aujourd'hui, si on a une innovation et qu'on n'utilise pas le mot intelligence artificielle, on est moyennement considéré comme innovant. Et inversement, si on utilise le mot intelligence artificielle, alors on est forcément hyper innovant et hyper à la mode. À d'autres moments, les grands mots, c'était économie circulaire, alors qui existe encore, hein. Mais voilà, tout le monde devait inclure l'économie circulaire à un moment dans sa proposition de valeur. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des effets de mode qui se mesurent à travers les mots. On pourrait mesurer, voilà, le nombre de fois où dans les propositions de valeur sont utilisés tel ou tel mot, et on n'aurait pas les mêmes choses il y a 5 ans, il y a 10 ans et aujourd'hui. Et on sait aussi que ces modes, voilà, perturbent parce que ça correspond pas à des réalités, ça correspond pas à des vraies propositions, ça correspond pas à voilà, une réponse, par exemple environnementale durable. C'est juste je fais ça, c'est bien pour la planète et so what? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Comment on le mesure? Et puis il y a aussi des innovations avec des effets nocifs, c'est-à-dire qu'on peut apporter une réponse positive dans un domaine et puis qu'elle ait plein d'impacts négatifs dans un autre domaine. Ça aussi, c'est un des sujets complexes dans l'innovation. Une innovation, elle a des effets positifs, négatifs, et on le voit encore une fois dans l'environnement. Il peut y avoir, on fait une économie d'utilisation d'eau, mais par contre, ça utilise des matériaux très rares et qui sont très nocifs pour la planète. Donc voilà, on va communiquer sur voilà, c'est une meilleure solution parce qu'il y a moins d'eau, mais on communique pas évidemment sur l'effet pervers, quoi. Donc tout ça est très compliqué à mesurer, et c'est aussi quelque part un des points de l'innovation. Une innovation, par définition, c'est l'inconnu. On sait pas encore. On ne sait pas encore si une innovation va trouver son modèle économique. On ne sait pas si une innovation va avoir un effet négatif derrière qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas mesuré. L'innovation, c'est ça, c'est aussi l'inconnu. Donc ça veut dire qu'avec l'innovation, il faut qu'on ait aussi des éléments assez sophistiqués de mesure, de contrebalancier, qui est aussi des sujets de normes, de labels, qui est une économie organisée avec plusieurs acteurs qui ont chacun leur mot à dire par rapport à une innovation, etc. Donc qu'il y ait des mesures, qu'il y ait des contrôles, qu'il y ait voilà. Et puis qu'on prenne aussi un petit peu le temps, puisque dans ce monde d'innovation, on parle d'effets de mode, etc. Le premier qui dit, encore une fois, intelligence artificielle, il est waouh, génial. Mais si on creuse un peu, voilà, c'est un peu comme ces tendances actuelles, hein, fake news et compagnie. Les choses vont tellement vite et sont tellement dans la communication, on prend pas assez le temps de mesurer, de faire attention à ce qu'on dit, etc. Donc oui, l'innovation n'échappe pas à tout ça. Oui, dans l'innovation, il y a des effets de mode. Et oui, c'est très difficile de mesurer dans une innovation, par définition, ce qu'elle apporte réellement comme valeur ajoutée durable. Est-ce qu'elle a réellement sa raison d'être sur le marché? Est-ce que réellement elle apporte globalement sur les plans à la fois économiques, sociaux, environnementaux, une réponse positive? Donc là, si on dézoome un peu justement par rapport aux entreprises, aux startups qui présentent des innovations, aux écosystèmes aussi, pourquoi certains écosystèmes donc dans le continent africain réussissent mieux que d'autres à produire des solutions innovantes ou bien des solutions durables? Surtout que vous, Bondinov, vous êtes présent dans plusieurs pays justement du continent, donc je pense que vous avez une vue globale des différents écosystèmes. Alors les différents écosystèmes, oui, on a une vue globale et on a la nôtre, donc forcément je vais avoir ma vision à moi de Bondinov, hein, très modestement. Ce que je peux dire, c'est que il y a 10 ans, Bondinov a fait une proposition, notamment à l'AFD, à des partenaires comme la Banque mondiale, la francophonie, de travailler avec... on parlait beaucoup à l'époque d'aider les startups. Non, le mot à la mode à l'époque, c'était startup. Aujourd'hui, on parle plus de PME que de start-up. On parle encore de start-up, mais voilà, on se dit finalement,
L'innovation, oui, mais en fait, on a quand même des entreprises, donc on parle de PME. Bon, à l'époque, on parlait beaucoup de start-up et il y avait beaucoup de programmes publics qui allaient financer ou aider ou soutenir des initiatives en Afrique, je parle, de start-up. Et on leur a dit, mais pour que les startups puissent se développer, c'est très difficile aujourd'hui de le faire comme ça en direct entre un grand bailleur, l'Europe, l'AFD, etc., directement auprès d'une startup. Ce qu'il faut, c'est que on construise des écosystèmes dans lesquels chacun a sa place. Il y a les startups qui sont finalement des bénéficiaires finaux, ou les PME, c'est eux qui créent la valeur, c'est eux qui créent de l'emploi, ils doivent être au centre. Alors ils sont souvent en bout de course malheureusement, mais c'est eux au centre qui doivent faire les choses, apporter des solutions. Et c'est eux les héros de ces écosystèmes parce que c'est hyper dur d'être entrepreneur aujourd'hui et malheureusement, ils ont souvent encore une fois, les subventions à la fin, une fois que tout le monde s'est un peu servi, et on est bien placés nous aussi pour le savoir, voilà. Donc c'est eux les héros du truc, donc c'est bien eux qu'il faut soutenir, on est bien d'accord. Mais pour qu'ils soient bien soutenus, il faut qu'ils aient des conseils de bon niveau, au bon moment. Il faut qu'ils aient des investisseurs qui soient en capacité de les suivre et qui soient en capacité de suivre des PME à des moments où il y a des risques, à des moments où il y a pas encore complètement la preuve de succès. Voilà. Et ces écosystèmes, la maturité de ces écosystèmes, elle passe par la maturité de chacun de ces acteurs et de l'organisation et de la complémentarité de chacun de ces acteurs. On a vu dans ces écosystèmes que on manque globalement d'argent public et c'est quand même aussi ça qui est le nerf de la guerre. Et du coup, tout le monde veut faire de tout. Il y a les financeurs qui font du conseil, il y a les incubateurs qui financent ou qui veulent financer, il y a les startups qui veulent faire du conseil aussi. Enfin voilà, on mélange tout. En fait, un écosystème pour qu'il soit efficace, c'est comme un marché. Il y a les grossistes, voilà. Si on raisonne le marché au final, ce sont les petites startups, les petites PME qui deviendront grandes, et les petites ou moyennes ou grandes d'ailleurs. Et puis autour, ceux qui vont pouvoir les accompagner, ceux qui vont pouvoir leur apporter du financement, etc. Il faut que chacun trouve sa place, et il faut que chacun trouve la complémentarité avec les autres pour que ça fonctionne bien. Donc aujourd'hui, la qualité des écosystèmes, elle dépend des pouvoirs publics nationaux, des pouvoirs publics internationaux, de la maturité de chacun des acteurs, de l'ouverture d'esprit des uns et des autres, du pragmatisme en général des uns et des autres. Donc ça dépend de beaucoup de choses. D'une façon générale, je crois qu'on a observé en 2010, il y a 10 ans, quand on proposait à nos interlocuteurs, vous voulez vous occuper des startups, c'est bien, c'est les héros, c'est ceux vers qui il faut que toutes les faits se penchent, mais il faut que du coup, on aide aussi ces petites fées autour, c'est-à-dire ceux qui vont financer, ceux qui vont accompagner, à se développer. Donc, on a proposé des programmes qui accompagnent ceux qui vont accompagner les PME, les entrepreneurs, et notamment essayer de structurer des incubateurs, des réseaux d'incubateurs, des réseaux de structures d'accompagnement, des réseaux de business angels, des réseaux de tous ceux qu'il faut pour mettre autour du bébé, qu'il faut réunir pour que la start-up puisse se développer. Une start-up, elle peut se développer si elle a une équipe, elle est bien organisée, elle a un modèle économique, elle a une bonne idée, etc. Mais aussi si elle trouve les financements qu'il faut au bon moment, etc. Donc voilà, les écosystèmes sont très matures. Il y a 10 ans, ces écosystèmes n'existaient presque pas. Il y avait quelques incubateurs, mais à l'époque, on savait même pas très bien ce que c'était qu'un incubateur. Il y avait des incubateurs qui se nommaient en disant je suis incubateur, mais en fait on s'apercevait que c'était des structures qui n'accompagnaient aucune entreprise, qui n'avaient pas de locaux, qui n'avaient pas de proposition de services. Voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mature. Il y a des vraies structures d'incubation avec des vrais professionnels qui sont habitués. Il y a des consultants dans tous les pays dans lesquels on travaille qui sont de hyper bon niveau. Il y a des startups qui sont de plus en plus matures et qui vont voir des incubateurs à des moments clés dans lesquels elles ont déjà des premières étapes et des preuves de concept. Ça va très vite et ça augmente très fortement. Donc les écosystèmes
évolue très très rapidement. Et puis oui, il y a des pays dans lesquels ça marche mieux aujourd'hui. Souvent des pays dans lesquels il y a eu des vrais investissements nationaux et internationaux, où les structures ont réussi à s'organiser, à trouver leur modèle chacun, toutes les petites fées là dont je parlais tout à l'heure. Et puis après, il y a une vraie réalité, c'est qu'il y a des marchés qui sont plus ou moins importants et vastes. Donc il y a des pays qui sont déjà plus développés, donc c'est plus facile pour les petites structures, les startups, etc., de trouver leur place dans un marché qui est déjà un peu existant, qui est tiré par le haut par des grandes entreprises, par des moyennes entreprises, par des investissements étrangers, par des investissements locaux, par des structures institutionnelles qui existent, etc. Et puis après, il y a aussi la taille de marché dans les langues, dans les cultures. Donc voilà, le marché, par exemple, au Sénégal. Il y a le marché d'une entreprise au Sénégal, elle peut raisonner Sénégal, disons Dakar par exemple, mais ensuite le reste du Sénégal, se développer aussi dans les pays de la sous-région, a priori plutôt francophones, avec des facilités qu'il y a plutôt dans la francophonie, etc. Et donc il y a des pays qui sont avec des marchés anglophones plus larges, des marchés francophones qui sont un peu plus réduits par rapport à l'anglophonie, par exemple, et puis après des accords internationaux qui facilitent aussi tout ça. Donc voilà, je crois que d'une façon générale en Afrique, on a vu cette très très forte évolution des écosystèmes. Il y a des pays phares, quand on voit les investissements et quand on compare en termes d'investissement un pays ou l'autre, il y a 5 pays dans le continent africain qui tirent vraiment très fort leur épingle du jeu ou qui concentrent tous les investissements dans les startups. Ça veut dire que les autres ont un retard à rattraper, mais moi je pense que ça va venir assez vite, voilà, parce que ça se tire vers le haut les uns et les autres, quoi. Ça crée une émulation qui est positive pour l'ensemble du continent. Très bien, merci beaucoup pour ce très beau tour d'horizon donc des différents écosystèmes. Donc justement là, les écosystèmes je vais parler au sein du continent africain sont de plus en plus riches, mais aussi de plus en plus connectés aussi et de plus en plus accessibles. Donc aux entrepreneurs. Donc c'est une vraie richesse justement pour notre continent. Donc là, pour finir, on termine avec quelques recommandations de votre part et quelques conseils pour toute PME, pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer et étendre ses activités sur le continent africain. Alors, on a fait beaucoup de programmes, l'expansion régionale, la mobilité. Nous, on est beaucoup partis à Bondinov de ces projets qui sont imaginés par des entreprises, des entrepreneurs des diasporas. Donc souvent des entrepreneurs qui vivent en France ou en Europe, ou qui sont venus en France ou en Europe pour leurs études, et puis qui ont une idée de création d'entreprise. Soit en se disant je vais retourner dans mon pays d'origine ou dans mon pays d'attache pour créer quelque chose parce que maintenant j'ai acquis un certain nombre de réseaux, etc. Donc voilà, on est depuis le début dans cette mobilité d'entrepreneurs et d'entreprises chez Bondinov, donc c'est une question qu'on connaît bien. Mais en effet, l'expansion, la mobilité, les diasporas, il y a plein de petites choses auxquelles il faut faire très attention pour que ça marche. C'est pas si simple. Alors, si on parle des diasporas, je crois on a appris que imaginer un projet dans un autre pays, quand on est soi-même, par exemple en France, et qu'on veut créer une entreprise au Maroc, par exemple. Si on n'est pas sur place au quotidien à gérer les choses, etc., c'est extrêmement difficile. Si aussi on connaît mal la culture du pays, si on n'a pas encore de réseau, etc., c'est très difficile. On a vu pour les diasporas, par exemple, une des choses trappes, c'est que des personnes qui ont grandi, qui sont français, qui ont vécu en France, qui ont grandi en France et qui sont avec une double nationalité ou d'origine marocaine, c'est un exemple. Si elles décident de créer une entreprise au Maroc et qu'elles connaissent le Maroc que à travers des voyages familiaux, etc.,
ont parfois se disent ça fonctionne pas pareil. Et il y a parfois un grand gap entre l'idée qu'on se fait d'une entreprise qu'on va créer dans le pays et puis la réalité économique, business, etc. du pays. Donc ça, c'est un des sujets qu'on a appris à comprendre, à connaître, etc. et sur lequel on travaille beaucoup. Donc en gros, l'expansion ou la mobilité géographique de l'entrepreneur ou de son entreprise, ça se travaille, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait par étapes, très pragmatique. Et une entreprise, elle est très liée à ses territoires. Et pour qu'elle marche dans un pays, ça, je parle de l'expansion maintenant. Quand on a créé quelque chose qui fonctionne, par exemple au Maroc, et qu'on veut l'exporter ou l'étendre dans d'autres pays de la sous-région, en Mauritanie, en Tunisie ou quoi, ce qui aura marché au Maroc ne marchera pas forcément dans les autres pays. Donc là aussi, il faut faire des tests, il faut y aller progressivement. Et là encore, plus on a des relais avec des personnes localement de confiance, et c'est toujours très très difficile de trouver, plus on a des gens localement qui connaissent le tissu économique local, qui ont déjà du réseau, qui sont déjà installés, etc. Et plus on sécurise quelque part le parcours, quoi. Voilà, ça se décrète pas en fait l'expansion, ça se teste. C'est comme tout, c'est comme la création d'entreprise. Ça se teste, il faut rencontrer des gens, etc. Donc ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça demande beaucoup de pragmatisme. Ça se fait par étapes. Il y a plusieurs stratégies. On peut tester un produit dans un pays en exportant. En plus, ensuite, on peut essayer d'avoir une deuxième étape, c'est commencer à avoir un représentant local qui va vendre lui-même. Ensuite, on peut faire, si on fabrique des produits, fabriquer sur place avec les normes du pays, etc. Et enfin, il y a plein de différences, je dirais, entre les pays et entre les projets, parce que forcément, si on a une entreprise qui cherche à s'étendre et qu'on est sur une entreprise technologique, l'extension, elle est assez facile parce que les frontières n'ont pas beaucoup de sens dans le digital. Mais si on fabrique des produits pharmaceutiques, par exemple, et qu'on veut exporter, alors il faut qu'on prenne en compte, évidemment, non seulement les sujets d'exportation de biens matériels, avec ce que ça veut dire, le transport, la douane, etc., mais aussi tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est légal, tout ce qui est, enfin, voilà. Donc en fait, il y a plein de types d'expansion différentes selon son projet, selon ce qu'on fait, selon sa maturité, etc. Donc il n'y a pas une recette. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est notamment quand on est dans l'innovation, ça demande tellement d'efforts de faire quelque chose qui marche dans son pays que, évidemment, si on peut l'étendre, c'est quand même c'est ce qui est attendu. Et en plus, si on apporte une innovation qui apporte quelque chose de bien au point de vue économique, social, environnemental, et qu'on peut en faire profiter d'autres pays, voilà, tout le monde a, de façon macro, c'est ce qu'on cherche tous à faire, quoi. Mais voilà, être hyper pragmatique, ça demande des efforts, ça demande de l'investissement, ça demande de comprendre aussi l'entreprise, donc savoir le pays, petit à petit, quel pays est le plus intéressant, quel est le pays qui est le plus proche de mon marché d'origine aussi, en point de vue de la langue, de la culture, de la réglementation, etc. C'est hyper important. Et voilà. Et puis après, encore une fois, il n'y a pas de recette entre le digital et des produits hautement perfectionnés, sophistiqués, réglementaires. C'est complètement différent. Très bien. Merci beaucoup, Ninon. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Merci à vous. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Rawefl, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Podcast.